Après l'horreur de l'attentat dans une mosquée de Québec, pouvons-nous maintenant vivre ensemble? Pour en discuter, voici Rachida Azdouz, Nadia El Mabrouk et Dalila Awada. Bonsoir, mesdames. Bienvenue à Tout le monde en parle. Rachida Azdouz, vous êtes psychologue, spécialiste de relations interculturelles à l'Université de Montréal. Nadia El Mabrouk, vous êtes professeure à l'Université de Montréal, membre de Pour les droits des femmes du Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Dalila Awada, vous êtes militante et étudiante à la maîtrise sur les questions de racisme et d'islamophobie et cofondatrice de Paroles de femmes et conférencière. Dalila et Nadia, vous êtes deux militantes aux opinions parfois divergentes. Rachida, vous êtes ici en tant que spécialiste. Nous vous avions d'ailleurs invité la semaine dernière, mais vous étiez à Toronto. Il y a 2 semaines, la Grande Mosquée de Québec était la cible d'un attentat qui a fauché la vie de 6 victimes de confession musulmane. Jusqu'à quel point, Rachida, cette tuerie pourrait constituer un marqueur, un point tournant dans la société? C'est un marqueur dans le sens, au même titre que l'a été la tuerie de Polytechnique, c'est un marqueur dans le sens où c'est un peu une douche froide, où on réalise que chez nous aussi, il peut y avoir des crimes haineux. Ce qui m'a blessée, c'est que les accusations soient tombées si facilement sur tout le monde. Autant quand il s'agit d'autres tragédies, des attentats au nom de l'islam, eh bien, on dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, on dit qu'il faut faire attention, de ne pas généraliser. Autant cette fois-ci, c'est drôle, on a eu l'impression que les Québécois étaient coupables. Moi, ça m'a blessée, parce que moi, j'ai toujours été bien accueillie ici. Alors, j'ai senti le besoin de le dire. Ce qui m'a blessée, ce qui m'a choquée aussi, c'est de voir les gens du Maghreb commencer à s'exprimer, à dire comment le Québec serait un pays invivable, que les gens raseraient les murs, et que c'est... Alors moi, j'ai eu besoin de dire que non, les Québécois ne sont pas des racistes, okay? Les Québécois ne sont pas coupables, alors faisons la même chose, ne faisons pas un 2 poids, 2 mesures. Autant il ne faut pas faire d'amalgame d'un bord, autant il ne faut pas le faire de l'autre. Effectivement, l'idée n'est pas de dire que tous les Québécois et Québécoises sont racistes, c'est pas de dire que le Québec est plus raciste qu'ailleurs, mais de reconnaître qu'il y a du racisme dans la société québécoise, comme dans n'importe quelle autre société. Puis à partir du moment où on prend acte de ce racisme-là et de cette islamophobie, on peut développer des solutions concrètes pour le contrer. Mais si on reste dans le déni, puis on refuse de remettre en question certaines façons de faire, on s'expose à ce que ce genre de tragédie se reproduise. Moi, je crois que le Québec est comme toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a de l'intolérance, du racisme. On a eu un crime haineux. Les personnes ont été tuées parce qu'elles étaient d'une confession particulière. Donc ça existe, il ne faut pas le nier. Il y a le racisme et la discrimination. Il y a l'incompréhension mutuelle. On est sur un autre terrain qui doit se régler sur le terrain de la communication, de la sensibilisation. Et il y a des problèmes de désaccord. Il y a des gens qui n'ont pas le même système de valeurs, qui ne s'entendent pas sur des projets de loi, qui ne s'entendent pas sur les moyens de vivre ensemble. Et ça se traite sur le terrain politique de la délibération. Donc il y a plusieurs cas de figure. Tout n'est pas racisme. Mais le racisme existe aussi. Mais il faut reconnaître tous ces cas de figure, c'est important, justement pour trouver les bonnes solutions. Parce que le racisme ne se traite pas avec les mêmes solutions que l'incompréhension, le désaccord ou les incompatibilités. Nadia, je vous cite, « L'heure est à la flagellation publique et à la repentance face à un islam qui, lui, par contre, est dispensé de toute remise en question. » Donc, selon vous, il y a 2 poids, 2 mesures? Moi, je pense que le Québec nous a donné une grande leçon d'humilité. Je pense que vraiment, on a vécu une grande solidarité. Il y a eu beaucoup de compassion. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on arrive avec des fausses solutions. Alors, on nous reparle des accommodements comme si c'était pour régler quelque chose. Les accommodements, en fait, ça divise. C'est ce qui rend les gens inconfortables. En fait, c'est une toute petite minorité des musulmans, une toute petite minorité qui demande beaucoup. Et ça cause du tort, en fait, à tous les musulmans. Et en effet, après ça, quand on a un nom arabe, eh ben, on a du mal à trouver du travail parce que les employeurs, ils peuvent être craintifs.
d'avoir quelqu'un qui va demander d'avoir tel moment pour faire sa prière, d'avoir des lieux de prière. Voilà. Et les accommodements, ça risque pas de favoriser le vivre ensemble. Il y a souvent un silence étonnant de la majorité des musulmans face à l'islamisme radical. Est-ce que les musulmans échouent dans leur responsabilité de dénoncer les discours haineux, de se dissocier de la violence djihadiste? Non. On l'a bien vu que les discours haineux affectent tout le monde et touchent tout le monde. Puis la preuve, c'est qu'il y a 2 semaines, c'est dans une mosquée que cet attentat s'est produit. Ouais. Donc l'extrémisme fait des victimes partout. On peut tous être victimes de ça, vous, moi, tout le monde ici. Puis la réponse à ça, ce n'est pas d'alimenter encore plus la stigmatisation ou la division, mais bien de faire des appels à la solidarité, de faire des appels à la cohésion et de dénoncer tous les types d'extrémisme. Puis ça, à mon avis, c'est un angle mort qu'on a souvent dans ces discussions-là, c'est qu'on va parler de la montée du fanatisme religieux. Il ne faut pas le nier, ça existe. On le voit un peu partout. Il y a eu des attentats qui ont été perpétrés dans différents pays en Occident. C'est atroce, c'est un fait. Sauf qu'il y a un autre type d'extrémisme présentement qui est en train de gagner du terrain en Occident, puis c'est l'extrême droite, notamment avec l'élection de Trump présentement. Puis cet extrémisme-là fait aussi des ravages, puis c'est un peu comme l'envers d'une même médaille. Ces 2 phénomènes se nourrissent, la violence engendre la violence, la haine engendre la haine. Fait que si on veut s'attarder sur le phénomène de l'extrémisme et parler de discours haineux, on devrait élargir un petit peu le portrait puis dénoncer tous ces types de violences-là. On est ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une tragédie, un crime haineux il y a 2 semaines. Il y a cette tragédie-là. La seule solution que ça appelle, d'abord, il y a un devoir de décence. L'embargo n'est pas levé. Il y a encore des gens qui sont à l'hôpital en ce moment. Ouais. Et il y a des familles qui amorcent un travail de deuil. Alors, il y a un impératif de décence qui pèse encore sur nous tous, qui fait que c'est un peu malaisant même d'en parler encore aujourd'hui. Ces familles se sont fait un peu confisquer leurs funérailles. Ça serait bien qu'ils ne se fassent pas confisquer leur deuil. Donc ça, c'est la tragédie. Ce que cette tragédie-là appelle, parce que c'est un crime haineux, c'est un travail de sensibilisation et un travail d'éducation populaire pour justement éviter l'ignorance et les préjugés qui entraînent les crimes haineux. Même s'il y avait un plein emploi chez les immigrants, ces personnes auraient été quand même assassinées parce qu'elles sont ce qu'elles sont. On parle de plein de choses, on parle du projet de loi sur le visage découvert, etc. Donc on entend déjà ici et là des mesures, des projets de loi qui vont être adoptés sous le coup de l'émotion, dans l'urgence et l'improvisation, sans vision d'ensemble. Les crimes haineux, ça fait appel à un travail d'éducation populaire et de sensibilisation. L'emploi, la laïcité et tout le reste, ça fait appel à une stratégie globale et intégrée de gestion du fait minoritaire. Alors je pense qu'il faut dissocier les deux. Mais récemment, il y a des citoyens, il y a quelques mois d'ailleurs, des citoyens, des militants et différents organismes de la société civile qui ont fait une demande pour une commission sur le racisme systémique. Puis ça, à mon avis, c'est une mesure qu'on peut se donner à court terme qui est réalisable et qui va nous permettre de documenter, de comprendre et faire l'état des lieux sur le racisme dans nos institutions pour ensuite développer des outils, des solutions concrètes pour contrer ce racisme-là. Mais il va falloir que nos politiciens, puis toute la classe politique, prennent les choses en main puis s'activent un petit peu plus. Vous savez qu'il existe déjà une loi depuis plus de 10 ans sur l'équité en emploi. Donc, cette loi n'est pas appliquée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas... Elle existe. Donc, si on mettait sur pied une commission sur le racisme systémique, on défoncerait des portes ouvertes parce qu'on documenterait quelque chose qui est déjà documenté. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que cette loi soit appliquée et si les mesures incitatives ne suffisent pas, adopter des mesures coercitives pour obliger les organisations à appliquer cette loi. Mais refaire tout le travail, tout le psychodrame, on va se retrouver de nouveau dans un genre de commission Taylor-Bouchard qui va servir de thérapie de groupe et qui va documenter ce qui existe déjà. On a des chiffres sur la sous-représentation et on a une loi. Il faut qu'elle soit appliquée. Donc, de grâce, ne défonçons pas des portes ouvertes. Dalila, au lendemain de l'attentat dans la mosquée de Québec, le caucus du Parti québécois a observé 1 minute de silence en mémoire des victimes de l'attentat. Vous avez alors envoyé ce message Twitter au PQ et à son chef Jean-François Lisée qui disait « Les musulmanes ne veulent pas de la solidarité d'un parti xénophobe. Ayez un peu de décence et faites profil bas. » Vous n'avez rien fait pour calmer le jeu, visiblement. Donc, pour vous, le Parti québécois est réellement xénophobe? Ce n'est pas de dire que tous ceux qui sont dans le Parti québécois sont xénophobes. Il ne faut pas prendre ces choses-là personnelles, mais j'aimerais quand même dire que c'était quelques jours après la tragédie. J'étais très, très affectée
Et je pense que ce que le Parti québécois réalise pas, c'est que beaucoup de musulmans et de musulmanes sont encore extrêmement blessés par l'épisode de la Charte des valeurs. Et le Parti québécois ne s'est jamais excusé. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans et les musulmanes et d'autres personnes dans la société en souffrent encore. Et je pense que le meilleur service qu'on peut rendre au Parti québécois, c'est de leur faire part de cette blessure-là qui est encore ouverte. Mais vous maintenez le mot xénophobe. Je crois que le projet de charte qui a été fait il y a déjà 3 ans et la rhétorique sur laquelle le chef actuel a surfé pour se faire élire sont hautement problématiques et il va falloir qu'on le dénonce. Puis c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. Il faut qu'ils sachent que ces choses-là laissent des plaies ouvertes pendant très, très longtemps. C'est très blessant. Martine Ouellette, vous étiez dans le PQ jusqu'à il y a 20 minutes. Vous réagissez comment à ce que dit Dalila? De dire que le Parti québécois est xénophobe, c'est... pour moi, là, c'est très, très, très heurtant parce que c'est pas vrai. Gérald Godin, qui était un humaniste extraordinaire, Makakoto, qui est avec nous. Moi, je peux vous le dire, les députés du Parti québécois ne sont pas xénophobes. Est-ce que du côté de la Charte, est-ce que les choses auraient pu se faire autrement? Oui. Mais d'utiliser des mots comme xénophobe, ce sont des attaques extrêmement sérieuses et qui sont heurtantes. Et je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention justement pour maintenir ce dialogue-là. Et moi, j'ai trouvé la discussion très intéressante parce qu'il y a effectivement une diversité de points de vue. Et il ne faut pas prendre la communauté musulmane comme une unicité. Il y a une diversité de points de vue, comme il y a une diversité de points de vue dans l'ensemble des communautés. Et je pense qu'on a entendu ça ce soir. Ce que vous dites est tout à fait légitime et il ne s'agit pas de cibler les individus. Mais je pense que c'est tout à fait légitime pour les personnes musulmanes qui se sont faites rentrer dedans par ce projet de charte. Cette blessure-là, elle doit être mise de l'avant. Il faut qu'on en parle. On a le droit de l'affirmer aussi. On a le droit de dire qu'on souffre encore à ce jour de ce projet-là. Puis il n'y a pas eu d'excuses. Puis je ne vais pas me gêner pour le dire que je suis encore blessée jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors moi, ça m'inquiète d'entendre ça, justement. Ça m'inquiète. C'est les propos haineux qui circulent contre des personnes qui ont des idées, contre des gens qui ont défendu, qui ont porté des dossiers, contre des militants de la laïcité, contre des féministes, contre Jeannette Bertrand. Hein? Même Jeannette Bertrand a les mains tachées de sang. 2 poids, 2 mesures. Hein? Quand il s'agit d'attentats terroristes, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais là, on se permet de pointer, de dire c'est la charte, et puis de tacher le sang des mains de Jeannette Bertrand. Mais moi, ça me choque, et ça choque beaucoup de Québécois, parce que Jeannette Bertrand, je pense que c'est une dame qui a fait beaucoup... dans l'ouverture d'esprit, c'est un modèle. Voilà. Eh bien, depuis, j'ai reçu, moi aussi, je reçois des messages qui me disent que je suis une traître à l'islam, qui disent que les Québécois, une fois qu'ils m'auront utilisé, eh ben, je finirai dans une poubelle. Alors, voilà les messages de haine. Alors, il faut faire attention de ne pas viser, de ne pas cibler telle personne, parce que le ton a monté des 2 côtés et le climat est malsain et les extrémismes des 2 bords doivent être apaisés. Bon. Et là, les solutions qui sont proposées, ce ne sont pas des solutions d'apaisement. Ce sont des solutions qui augmentent la division. Comment faire pour augmenter la présence du religieux? C'est pas depuis l'immigration que le Québec aspire à la laïcité. C'est un mouvement, enfin, vous le savez mieux que moi. Qui date des moi, années 60. Ben oui. C'est la Révolution tranquille qui nous a amené abandonner la laïcité. Ça serait abandonner la marche de sécularisation qui est entreprise depuis la Révolution tranquille. Et Rachida, vous en parlez de la laïcité. Est-ce qu'il faut reprendre le débat de la laïcité et si oui, sous quel angle? Mais il faut le reprendre sous l'angle de la neutralité religieuse de l'État et de ses institutions et de ses agents. Je pense que c'est ça, la laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux. Il faut l'aborder sous un angle qui ne soit pas identitaire. Regardez la discussion qu'on a aujourd'hui. On est invité à un débat sur le vivre ensemble. Et on parle d'islam. On dirait qu'aujourd'hui, quand on parle de vivre ensemble, c'est comment vivre avec les musulmans ou comment vivre sans les musulmans. Et le vivre ensemble, à toute fin pratique, on a plus de 100 pays qui nous envoient des immigrants. Comment se fait-il que depuis 10 ans, on ne parle plus de Vietnamiens, d'Haïtiens, On dirait, ce débat, c'est tellement islamisé. Et quand je dis islamisé, ce n'est pas au sens politique du terme. Je vais tenter de répondre à votre question sur la laïcité. C'est que ce débat sur la laïcité, oui, il y a eu la charte. Mais la charte, il y a eu quand même
même un autre effet de la Charte, c'est que le PQ a perdu le pouvoir et la Charte n'est pas passée. Et ça envoie quand même aussi un message. C'est que la majorité des Québécois n'ont pas voulu de cette laïcité-là. Cette laïcité-là qui n'était pas engagée sous le bon angle. Parce qu'ils n'ont pas voulu de référendum plus. C'est ça. Bien avant la Charte de la laïcité, je remonte à Bouchard-Taylor. Bouchard-Taylor est une commission qui était censée se prononcer justement sur la place du religieux dans les institutions publiques. Oui, qui avait fait des recommandations. Absolument. Oui. Toutes les religions. Une commission qui devait se prononcer sur la place du religieux dans les institutions publiques. Quand je dis le religieux, c'est toute religion confondue, incluant les religions qui ne sont pas le fait de l'immigration, est devenue une commission sur la place des immigrants au Québec. Le glissement identitaire, il s'est fait là. Je suis tout à fait d'accord. Puis au-delà de ça, je pense qu'au Québec, ça fait 10 ans qu'on parle des mêmes questions. On ramène la question de la laïcité, de la neutralité. Puis inévitablement, ça s'en va vers le voile des femmes musulmanes. C'est toujours ça qui est au centre des discussions. Puis pendant qu'on met du temps et de l'énergie sur ces discussions-là, bien, on n'est pas en train de parler d'autres enjeux qui sont 100 fois plus prioritaires et urgents en ce moment. Pensez à la crise environnementale, pensez au démantèlement de nos services publics, pensez aux industries d'exploitation animale, penser à l'accès à la santé, toutes ces choses-là, pendant qu'on est en train de débattre de laïcité et de voile et de neutralité, on est en train de passer sous silence ces choses-là qui sont présentement urgentes et prioritaires. Moi, je trouve qu'il faut parler de tous les dossiers importants et que la laïcité, c'est un dossier très important pour le vivre ensemble. Et alors, pour ce qui est de Bouchard-Taylor, il faudrait s'en tenir aux recommandations de Bouchard-Taylor. Alors, sur les signes religieux, les recommandations de Bouchard-Taylor, c'est d'interdire les signes religieux aux policiers, aux juges et aux gardiens de prison. Et les écoles et nos enfants, je trouve ça étonnant. Moi, je pense que les gens sont beaucoup plus préoccupés par la laïcité dans les écoles. Si on préconise d'interdire les signes religieux pour les personnes en autorité, c'est qu'on reconnaît qu'ils ne sont pas neutres. Et nos enfants, est-ce qu'ils ont moins... Les enfants qui sont vulnérables, qui sont influençables. L'enseignant, pour lui, c'est une figure d'autorité. On se rappelle, nous tous, de nos enseignants. C'est important. Quand on dit, écoutez, on a enlevé les crucifix au mur des classes, parce qu'on considérait que ça portait atteinte à la liberté de conscience de l'enfant qui était porté à le regarder toute la journée. Et alors maintenant, on va dire que le voile de l'enseignante n'a pas de portée. Mais oui, ça a une signification, bien sûr. Donc, si on abandonne ça, c'est-à-dire qu'on abandonne les acquis, en fait, les religieux, ils ont accepté d'abandonner leurs privilèges religieux dans les années 60. Ouais. Exactement, pour permettre l'intégration. Dalila, rapidement, vous portez le voile. Si vous étiez professeur, vous réagiriez comment à ça? Bien, honnêtement, je pense que les Québécois et Québécoises sont tannés de parler du voile. Là. Je ne sais pas pour vous, mais j'en reviens pas qu'on passe autant de temps à parler de la manière dont des femmes décident de se vêtir. On peut-tu, à un moment donné, juste avancer, réfléchir un peu à un avenir commun au-delà de ces questions qui nous divisent? Parce que, honnêtement, là, on perd tellement de temps et d'énergie là-dessus. J'ai une question pour vous trois. Philippe Couillard était ici la semaine passée. Vous avez vu son entrevue, vous l'avez entendu parler pendant toute la semaine. Qu'est-ce que vous avez, chacune d'entre vous, à lui dire? J'ai vu lui et puis d'autres pendant la cérémonie d'enterrement. Bon, il y avait beaucoup de compassion là-dedans. Sauf que ce que je retiens, c'est qu'il nous parlait à nous. Alors, nous, vous avons compris, vous êtes chez vous. Mais moi, je me sens chez moi. Je ne savais pas que j'étais pas chez moi. Alors, c'est ça. Il faudrait intégrer ça. On n'a pas besoin d'identifier le juif, le musulman. Oui, on se sent chez nous. Et puis, voilà, on est tout à fait intégrés. Et j'aimerais bien qu'il le voit. D'accord. Voilà. Dalila? Bien, c'est sûr que les politiciens ont vraiment joué leur rôle comme il faut la semaine qui a suivi cet attentat-là. Donc, leur discours de solidarité était symboliquement fort. On avait besoin de ça au Québec. Mais encore une fois, je réitère à quel point c'est important de dépasser le simple discours puis de s'attaquer aux inégalités. Puis en ce sens-là, la classe politique devrait voir
Dans cette tragédie-là, je sais que c'est difficile à dire parce que, surtout pour les familles endeuillées, c'est dur de voir quoi que ce soit de positif en ce moment. Mais dans les décombres de l'horreur, il y a quand même un point de départ qui peut émerger pour qu'on se questionne sur l'avenir, qu'on se dise, bien, dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire plus et surtout, comment on peut s'assurer que ce genre de tragédie ne se reproduise pas chez nous, au Québec. Rachida, en terminant. Moi, je lui dirais, vous avez entendu, il y a deux discours ici qui reflètent très bien la polarisation dans laquelle ce débat se trouve actuellement. Je lui dirais, comportez-vous en chef d'État et placez-vous au-dessus de la mêlée et prouvez-nous que vous êtes capable d'assurer une médiation entre ces deux positions. Merci à vous trois, mesdames. Merci. On vous revient après la pause. Bientôt sur